Alors maintenant, nous nous retrouvons avec Emmanuel Aliwa. Nous allons parler. Alors, excusez-moi, mais moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si, j'ai bûché un peu, mais bon, vous allez nous expliquer ce que c'est du protocole 6C. Alors tout de suite, c'est quoi ce protocole 6C? Vous habitez en Israël? Oui, depuis 9 mois. Le protocole 6C est le protocole national d'Israël. C'est le protocole de premier secours psychologique d'urgence et qui porte le nom de Maasé en hébreu. Ok. C'est un protocole qui vise à déchoquer toute personne en situation de sidération, de débordement émotionnel, de crise d'anxiété forte. C'est né au sein de Tzahal il y a 15 ans. Et qui est d'ailleurs enseigné aux enfants dès le plus jeune âge. Absolument, monsieur. Oui, surtout en particulier dans le sud dès l'âge de 7 ans. En fait, vous avez les premiers secours physiques et sur la même pièce, dans l'autre face, vous avez les secours en santé mentale. Galit, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais demander quelque chose? Non, je me demandais comment ça s'appelait en hébreu, mais... Maasé, c'est ça? Maasé, c'est tout, parce que il est où le 6C? Oui. Vous avez des spots télé qui passent d'ailleurs un peu plus souvent ces derniers temps, forcément. Oui, je les entends. Ou sur les kikars, vous avez des énormes écrans avec un homme qui a un polo bleu et qui explique en 4 étapes en quoi ça consiste. Oui, je les ai vus. Et le ministère de la Santé passe en boucle des spots à la télé sur cette méthode. Alors qui est la méthode nationale du pays. Vous vous occupez de notre méthode nationale de notre pays ici, de France. Non, il y a une équipe. En fait, l'auteur du protocole s'appelle le professeur Farki. Il fait partie du gouvernement et c'est lui qui gère les opérations d'urgence psychologique au sein du front intérieur. Et c'est lui et son équipe qui gèrent toutes les interventions en Israël. Il se trouve qu'à titre exceptionnel, depuis le début de la guerre, je suis venue en Israël pour donner un coup de main aux francophones, en particulier. Les francophones étant les moins aguerris sur ce type de méthode et globalement étant moins aguerris face à l'adversité. La preuve. Donc on a très rapidement vu des demandes d'anxiété apparaître dans des proportions assez impressionnantes. Donc j'ai dit écoutez, oui, je vais donner quelques conférences, quelques cours pour montrer les grandes lignes des mouvements à avoir pour diminuer cette anxiété et rester efficace. Oui, mais attendez, Emmanuel, ok. Mais 6C, ça veut dire quoi? 6C. Oui, le chiffre 6 et la lettre C. Non, mais Maasé, je comprends en hébreu. Il commence par un C. 6C, c'est quoi? Vous voulez le détail, c'est ça? Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr, le premier des C, c'est la communication, c'est la connexion, pardon. Okay. Donc ça consiste à rompre le sentiment d'isolement de la victime ou du témoin. Le deuxième C, c'est la communication, suivi du troisième qui doit être exclusivement cognitive pendant le stress aigu, pendant la crise de stress aigu. Que du langage cognitif, zéro langage émotionnel. Ensuite, vous avez la chronologie des événements qu'il faut remettre dans l'ordre et acter de la fin de la menace immédiate, qui permet d'éviter les phénomènes de flashback et réduire l'état de confusion. Et vous avez ensuite le recrutement et le challenge, le contrôle et le challenge plus exactement, qui consiste à faire en sorte que la personne, et là on enclenche les mécanismes de résilience fonctionnelle, que la personne recommence à fonctionner de façon efficace d'un point de vue psychologique et d'un point de vue fonctionnel. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur la situation puisque par essence, un événement traumatogène, c'est soudain, violent et imprévisible et qu'elle retrouve en quelques minutes, alors qu'elle était victime, un sentiment d'auto-efficacité. Et tout ça enclenche non seulement un fonctionnement efficace en quelques minutes, 90 secondes, c'est ce qu'on a randomisé, donc vous voyez que c'est spectaculaire, 90 secondes, et en plus enclenche les mécanismes de résilience. C'est d'ailleurs ce sur quoi fait de la recherche l'auteur du protocole sur la résilience fonctionnelle à Tel Chai. Ça permet en fait de ne pas laisser le trauma s'installer durablement chez le patient. Vous avez tout à fait raison. En fait, ça permet de réduire les risques de développer un PTSD et surtout je dirais que presque que ça c'est le bénéfice secondaire. Le bénéfice immédiat, c'est de basculer de l'impuissance à l'efficacité en 90 secondes et de rester opérationnel.
Et si on a bien effectué la prise en charge, la personne qui a été choquée est capable en quelques minutes de retrouver l'activité initiale qu'elle avait prévu d'avoir juste avant le choc, c'est-à-dire l'agression, le CASAM, la crise cardiaque dont elle a été témoin, etc., etc. D'un point de vue très concret, ça c'est aujourd'hui pratiqué par les premiers secours israéliens quand ils arrivent lors de ces événements exceptionnels. Absolument. C'est United Hatzalah, il y a de nombreuses années, qui a été les premiers à éprouver sur le terrain le Maasé, le protocole du professeur Farki. Et Mada et les autres sont formés, exact. D'ailleurs, toute l'équipe israélienne du professeur est dans le sud depuis le départ, à aider et les soldats et les déplacés. Et en complément de ce premier contact, c'est 90 secondes, il y a un suivi derrière dans le protocole où on est vraiment sur une très courte période post-traumatique. Oui, on n'est pas du tout dans de la thérapie, on est au même titre que le premier secours physique va arrêter l'hémorragie, nous on est dans l'arrêt de l'hémorragie émotionnelle et la remise en fonctionnement normal. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que d'une posture de victime, on passe à une posture de survivant, voire à une posture d'aidant. Et c'est ce qui fait que ça a cette puissance sur plusieurs volets, c'est-à-dire le volet de l'efficacité immédiate, le volet de l'enclenchement des mécanismes de résilience fonctionnelle et en troisième lieu, la réduction des risques de PTSD à hauteur de 50%, ce qui représente quand même quelques millions de personnes. Et Emmanuel, je me permets, parce que c'est la deuxième fois que vous parlez de résilience fonctionnelle, est-ce qu'on peut détailler ce que ça veut dire pour des gens qui découvriraient cette expression ? Oui, bien sûr. En fait, on a deux façons de résilier. Ce mot qui est très abstrait, on a deux façons la résilience, c'est pas retrouver sa forme initiale, après un choc. Là, on sera jamais le même après le 7 octobre, on sera jamais le même après un viol et après un accident de voiture. Donc, on va retrouver une nouvelle forme qui nous aura demandé de nous adapter. Et la résilience fonctionnelle, c'est notre résilience physique et psychologique, les deux. D'accord ? C'est quoi ? C'est une forme d'acceptation ? Non, pas du tout. C'est une forme, c'est physiologique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes en quelques minutes en capacité j'ai eu la peur de ma vie, mais je l'ai dépassée et en plus, je peux aider le secouriste. Oui, une capacité de rebond, quoi. Capacité, oui, absolument, d'adaptabilité. En fait, c'est ce à quoi s'entraînent les unités d'élite en permanence, c'est-à-dire à rester opérationnel malgré un niveau de stress extrêmement élevé. Et bien là, le civil lambda est confronté à ça. Il n'a pas forcément les stratégies d'adaptation les plus efficaces à ce moment-là, et certains d'autres se découvrent particulièrement efficaces. Ça dépend vraiment de la perception de chacun. Et le CIC, il est là pour réduire la perception du trauma. Et ça doit se faire dans les premières secondes, voire minutes. Et on a rarement un psy à sortir du chapeau à ce moment-là. Donc il faut être autonome, dit le professeur Farki, comme pour les premiers secours physiques. C'est ça qui sauve la vie des gens. On peut comprendre que finalement, dans la société israélienne, un civil devient militaire, un militaire est civil, et que finalement, donc, ce protocole puisse être en permanence à l'accompagner dans le cheminement de sa vie, et donc faire face à des traumas de toutes sortes. Mais comment finalement le pouvoir l'adapter quand on se trouve à vivre un attentat, à vivre quelque chose ou un accident de voiture particulier à l'extérieur, quand on n'a pas été préparé justement et du militaire au civil et qu'on a finalement des cellules psychologiques qui parfois se mettent en place. Est-ce que nous parlons de la même chose ? Comment ça se passe à l'extérieur ? Alors, en réalité, il y a une lacune sur l'urgence et le CIC vient se positionner là. Après, s'il y a besoin d'une prise en charge, les psychologues traditionnels qui sont souvent dans une autre temporalité peuvent intervenir. Et je dirais que le CIC aura eu le mérite d'abord de laisser quelqu'un, d'avoir fait basculer la personne d'une posture d'impuissance à un retour à un fonctionnement normal, ce qui change toute la donne, parce que on sait que le trauma, la perception du trauma s'inscrit dès les premières minutes.
Donc on comprend bien que c'est dès les premières minutes qu'il faut endiguer le phénomène. Et si, malgré tout, il y a besoin d'une consultation avec un psychologue dans un deuxième temps, une autre temporalité, la personne qui a été victime ou témoin arrive avec des éléments et un narratif qui est sorti de la confusion, qui est très clair, qui est très factuel, qui est très cognitif, ce qui fait gagner beaucoup de temps au psychologue dans sa prise en charge. Et évidemment, ce qui a réduit l'impact aussi du choc sur la victime ou le témoin. Donc tout le monde peut le faire, pas besoin d'être soldat. Hein. C'est d'ailleurs le combat du professeur Farki, c'est de faire en sorte que ce soit vulgarisé dès l'école, quel que soit l'enseignement, qu'on soit dans une école de police comme en France, qu'on soit dans un lycée, dans un collège. Non, ça fait partie de l'enseignement de base de tout citoyen. Oui, mais ce que je disais, je faisais remarquer, c'est qu'en fait, il y a une continuité dans la société israélienne où finalement ce protocole est de l'armée ou du civil, depuis l'école, donc finalement dans sa vie plus future, on est accompagné par cela, alors que dans des pays étrangers, ce côté prise de main opérationnelle est peut-être moins directement impacté parce que on ne l'apprend pas depuis l'école, on l'apprend pas depuis et on le retrouve pas nécessairement dans le civil. Alors oui, en ce sens que on vit en Europe, dans un environnement très angélique, hein, et très en décalage avec les réalités du terrain. Parce que quand vous entendez un civil vous parler de son quotidien et quand vous entendez un policier vous parler de son quotidien en France, c'est pas du tout les mêmes réalités. Pourtant, ils vivent exactement dans le même pays. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que en Israël, c'est plutôt logique d'apprendre à réagir face à l'adversité. Et c'est ce sur quoi je vous rejoins complètement. Et je milite, moi, depuis 2 ans, depuis qu'on m'a confié le 6C en France et dans les pays francophones, pour que les gens anticipent en s'aguerrissant et en se formant, parce que sur le terrain, l'adversité est là déjà depuis un moment. Or, la posture européenne est plutôt une posture victimaire et pas une posture interventionnelle. De combat. Ouais. Comment les gens qui nous regardent peuvent en savoir plus, voire se former au 6C ? Alors je voulais justement rebondir sur le site officiel. Je voulais rebondir parce que vous allez venir en Israël après ce qu'on m'a donné comme information. Vous allez assurer un certain nombre de conférences. Je lis les 13 et 20 novembre. Vous serez, je crois, à Hadera et à Jérusalem après. Voilà, donc en fait, je suis déjà venue notamment pour One Family Fund, ça doit vous parler. C'est la première association la plus importante de soutien de victimes du terrorisme francophone. Donc j'ai déjà, dès le début de la guerre, en fait, j'ai mis une plateforme, une hotline, en place le 8 octobre pour les francophones qui étaient particulièrement anxieux, et les francophones quels qu'ils soient, de France, de tout pays. Et ensuite, je suis venue. J'ai donné plusieurs conférences dans plusieurs villes et suite à la demande qui est là, et je reviens tous les prochains week-ends en fait. Hadera et Jérusalem d'ailleurs, oui absolument. Hadera dimanche prochain, Jérusalem le lundi d'après et rebelote la semaine suivante, Tel Aviv et Jérusalem. Et Tel Aviv avec Véronique d'ailleurs, que l'on connaît. Exactement, Véronique Dahan, que je remercie beaucoup, qui est très efficace sur la mobilisation et l'organisation. Et Jérusalem, Auriel Ablia, One Family Fund. Absolument. Alors Emmanuel, moi j'aimerais vous poser une question. Si par exemple, dans quelle mesure est-ce que ce protocole, ou est-ce qu'il est applicable, si par exemple quelqu'un vient de faire son alia, se retrouve là, dans cette période, alors qu'il est en Israël depuis 1 mois et demi, 2 mois, et bien qu'il ne vive pas et qu'il n'ait pas vécu personnellement les événements du 7 octobre, ça ne lui est pas arrivé à lui personnellement, il n'y a personne qui le connaît, mais au moment où il peut y avoir une sirène à Tel Aviv, à Ra'anana, à Natania ou à n'importe où, il a quand même vu des images, il sait quand même, et il a une peur panique que ce qui s'est passé le 7 octobre dans le Sud puisse lui arriver à lui. Et donc, moi, j'ai un exemple, par exemple, d'une jeune fille
qui, pendant les 15 premiers jours, n'est pas sortie du mamad, en fait. Elle s'est pas lavée, elle dormait dans le mamad, voilà. Donc, je voulais savoir si, effectivement, ce protocole pouvait intervenir là d'une manière quelconque. Et la deuxième question, vous aviez dit tout à l'heure que ça réglait, en tout cas, ça évitait environ 50% de post-trauma d'appliquer ce protocole des 6C. Est-ce que, effectivement, comment est-ce que ça peut se passer? C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît ce protocole va l'appliquer au moment où il est dans la situation, donc il va complètement, on va dire, ignorer sa peur et il va être uniquement dans l'action. Et après quoi? Après, il doit quoi? Il doit aller suivre une thérapie, voir des psys, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut l'aider là aussi? Alors, il y a deux questions. La première, c'est cette jeune fille qui s'enferme dans son mamad. Donc, cette jeune fille qui s'enferme dans son mamad, qu'elle fasse à Alia tout récemment, ou que ce soit, comme j'ai pu le voir, à Ashdod ou à Ashkelon, une mamie qui est là depuis des dizaines d'années, qui est enfermée aussi dans son mamad, bien qu'elle ait l'habitude, le protocole va l'aider au moment de la crise. Mais ce n'est pas une thérapie, d'accord? Au moment de la crise, il va l'aider à sortir, il va l'aider à faire des choses, il va l'aider à téléphoner, il va l'aider à organiser sa journée, même si elle veut rester dans son mamad, mais de façon active pour ne pas subir. En fait, c'est cette posture passive qui induit la perception du sentiment d'impuissance, et lui-même, selon le DSM-4, est un générateur du PTSD, d'accord? Donc, la cible, c'est le sentiment d'impuissance. Donc oui, il va l'aider. Le protocole, la fenêtre de tir du protocole, c'est 6 heures, on dit, après la menace. Mais bien évidemment qu'à chaque fois qu'il y a une crise, même si on est à 1 mois de l'événement, au moment de la crise, vous pouvez vous en servir pour sortir la personne de la crise et la remettre et la remobiliser de façon efficace. Ça, c'est pour le premier point. Est-ce que j'y ai répondu? Oui, bien sûr, très bien. D'accord. Et le deuxième, vous m'avez dit, est-ce qu'il faut consulter après? En réalité, j'ai envie de vous dire, et les Israéliens le savent mieux que personne, la vie, c'est le mouvement. Et l'adversité, c'est tomber, se relever. Et les Israéliens sont experts dans le domaine. Donc, si à chaque fois qu'il fallait consulter parce qu'on est face à l'adversité, ce serait compliqué en Israël comme ailleurs, mais tant qu'il n'y a pas de souffrance, c'est pas parce qu'on a pris un coup qu'il faut aller consulter. Ce qui est générateur il faut être demandeur, et quand on est demandeur, généralement, c'est qu'on a une souffrance qu'on a essayé de gérer avec des tas de tentatives de solutions qui n'ont pas fonctionné, et on finit par consulter. Mais s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas matière à consulter. On peut très bien avoir un déséquilibre qui maintient une homéostasie aussi. Je ne crois pas qu'il faille être normatif. J'ai vu quelque chose de traumatogène, je vais être traumatisé. Loin de là. Ça voudrait dire qu'on n'a pas les ressources pour métaboliser. Or, 80% des gens sur Terre vont être confrontés à un événement traumatogène. 15% d'entre eux vont développer le PTSD. Donc, ça veut bien dire que l'essentiel d'entre nous, on a les ressources. Et ce que dit le professeur Farki, c'est précisément, on part du principe que vous n'êtes pas une victime, mais que vous avez des ressources. Et on va vous montrer comment les activer. Emmanuel Aliwa, on s'attend, c'est ce que disent un petit peu les gens de l'agence juive, à une alia éventuelle, future de France. Est-ce qu'il ne serait pas bon, un petit peu comme on le fait avec les enfants ici, donc assez jeunes, de préparer ces gens à l'ALIA avec ce protocole-là? Alors avec ce protocole, comme avec les préconisations
l'organisation de l'agence juive depuis longtemps. Apprenez la langue avant d'y aller, etc. Mais il y a une espèce de résistance par rapport à ça, en tout cas chez les francophones, qui est forte et qui fait qu'ils sont persuadés qu'ils vont gérer. Mais ils pensent avec le même logiciel que celui qui est en France. Or, le logiciel israélien est tout à fait différent et il n'y a pas d'intégration s'il n'y a pas maîtrise de la langue. C'est pour ça qu'on voit des Français qui vivent ici en Israël depuis 10 ans et voilà, qui vivent entre eux essentiellement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la langue. Ce qui est dommage. Donc oui, il faudrait anticiper, mais je suis pas sûre que ce soit le point fort de la nature humaine d'anticiper. Oui, parce que ça aurait un côté un petit peu pas très positif, quoi, finalement, dans la promotion de la LIA. Quand on va au combat, toute proportion gardée, on s'entraîne. On met un casque, on met un gilet, on y va avec en ayant fait une reconnaissance de l'état des lieux, etc. Aller la fleur au fusil dans un pays sous prétexte qu'il est juif et en se disant on va s'intégrer sans apprendre la langue ni les codes, etc. C'est juste augmenter son pourcentage de risque d'échec. Puisque vous parlez de la LIA, d'ailleurs, c'est pas vous, c'est Avi, excusez-moi, vous avez répondu à sa question. Je voudrais signaler à nos auditeurs et téléspectateurs, je ne sais pas s'il faut que je dise d'ailleurs auditeurs ou téléspectateurs, en tous les cas, votre engagement dans la Hasbara, en tout cas à travers les réseaux sociaux. Franchement, vous pourrez peut-être nous en dire un mot. Moi, je suis mal placé, mais peut-être vous êtes certainement mieux placé. Pourquoi cet engagement en fait, de faire le travail que devrait faire l'État d'Israël mais vous le faites bien à les réseaux sociaux. C'est très juste ce que vous dites, monsieur, parce qu'il ne l'a pas fait pendant 40 ou 50 ans et qu'à cause de ça, le monde entier est persuadé qu'on est un pays d'apartheid, qu'on oppresse les gens et qu'on tue des enfants. Parce que justement, il n'y a pas eu de politique d'information visant à contrebalancer la très efficace opération de communication du Pallywood. Donc, vous mettez le doigt sur un problème que vous prenez vous à bras le corps et vous dénoncez quelque part quand même un défaut de la communication moi, de l'État d'Israël. Moi, je ne dénonce rien, je partage des infos. Voilà. Si vous savez qu'à un moment donné, soit on subit, soit on fait. On en revient toujours au même point. Subir, ça me paraît pas la posture la plus adaptée quand on veut avancer. Donc je partage et ça date pas du 7 octobre, ça fait des années. Ma famille a été menacée pour ça, j'ai été menacée pour ça. Je partage les réalités. J'ai suivi cette problématique, c'est vrai. Israélienne et française. Merci Emmanuel de le faire parce que effectivement, je pense que Israël, alors bien sûr, on a un gouvernement, on devrait effectivement s'améliorer dans la communication, dans la Hasbara, essayer de faire comme on a du mal parce qu'en fait c'est un peu la nation d'Israël, le peuple d'Israël, c'est what you see is what you get, quoi. C'est vraiment on n'essaye pas de faire semblant alors qu'on sait très bien que les Palestiniens vont mettre aligner des corps et puis tout d'un coup on va voir un sac bouger, voilà. Donc franchement on n'est pas on leur arrivera jamais à la cheville, ça c'est sûr que c'est des pros. Mais par contre, là où je trouve que c'est bien, parce que je trouve que vous n'êtes pas la seule, il y en a beaucoup. C'est un mouvement qui a été, en tout cas pour cette guerre-là, pris à bras-le-corps aussi par Franck Tapiro, qui est un excellent communicant et qui fait un travail extra. C'est un des rares d'ailleurs à avoir le courage d'appeler un chat et de remettre l'église au centre du village. Quel courage. Et parce du coup, on peut pas dire qu'on a plutôt des dhimmis du showbiz. Hein. Ben oui, c'est ça. Mais du coup, il a entraîné, je trouve, il a fait une vague comme ça et il a entraîné avec lui pas mal de gens dont vous faites partie. Mais il est juif, il s'avère qu'il est juif. Mais je trouve qu'en faisant ça, vous vous incluez dans la nation d'Israël, c'est-à-dire dans le foyer juif, la terre d'Israël. C'est-à-dire que même quand on vit en diaspora, on est partie intégrante de la nation d'Israël. Donc c'est de la responsabilité de chacun de nous, qu'on vive ici ou pas, de faire ce travail et pas d'attendre que
que nos gouvernants le fassent. C'est le travail de chacun et quotidien. Donc merci. Alors, je trouve ça très pertinent parce que c'est exactement la problématique de la communauté juive française de mon point de vue. C'est-à-dire qu'elle est observatrice, elle est passive, oui, et elle a beaucoup de mal à retrouver des gènes combatifs pour lever la tête et arrêter de raser les murs. Oui, je pense que on peut dire la même chose de la communauté juive d'Angleterre, on peut dire la même chose de la communauté juive des États-Unis. Je pense que effectivement, il y a trop de gens quand ils sont en diaspora qui s'auto-excluent de la nation d'Israël, alors que la nation d'Israël, elle est faite des Israéliens, des Juifs qui vivent en Israël et des Juifs de diaspora. Mais justement, puisqu'on parle de diaspora, je voudrais que vous rappeliez vos rendez-vous en Israël. Moi, je les ai devant les yeux, mais peut-être que vous pouvez le faire à ma place. Parce que vous allez venir donc à Tel Aviv, Jérusalem et Hedera en quelques secondes. Redonnez-nous les dates, pardon. Dimanche prochain, Hadera, 9h-18h. Le lundi, Jérusalem, chez One Family Found. Et la semaine suivante, le dimanche à Tel Aviv et le lundi... Le lundi, vous serez à Tel Aviv, je crois, non? C'est bien ça? Jérusalem. Oui, c'est ça. Si vous l'avez sous les yeux, ce sera peut-être plus fiable. On va faire tourner, on va publier ce document, et toujours de 9h à 18h. Eh bien, écoutez, Emmanuelle Aliwa, merci beaucoup. C'était très intéressant, surtout pour quelqu'un qui ne connaissait rien au protocole, si c'est comme moi. Merci beaucoup. C'est réciproque. Au revoir à tous. Merci pour votre accueil. Merci, au revoir.